La police tue. La scène est filmée par une caméra de vidéosurveillance. Il a le temps de faire 3 foulées avant que Yann T ne lui tire dessus avec son LBD. Quand on se bat pour Adama, on se bat pour tout et Adama Traoré. Aujourd'hui, on voulait vous parler des violences policières. Ces usages disproportionnés de la force qui, dans les pires des cas et souvent à l'abri des regards, entraînent la mort. Ils s'appelaient Naël, Adama, Rémi et Lamine, et ils font partie des trop nombreuses victimes de crimes policiers. Des violences ou des décès qui sont bien trop fréquents pour être considérés comme de simples accidents. En 2024, on recense plus de 50 morts suite à des violences policières. 107 autres entre 2020 et 2022. Et les condamnations de policiers, surtout à de la prison ferme, sont quasi inexistantes à ce jour. Ce qui pousse à qualifier ces comportements policiers de violences systémiques. Elles ne seraient pas le fait de dérives individuelles, mais de problèmes globaux dans l'institution policière. Armement disproportionné, techniques dangereuses et lois problématiques. Une impunité et des dérives que révèlent de plus en plus de médias, mais aussi des associations et des collectifs qui se battent pour faire éclater ces scandales. Le réseau d'entraide vérité et justice, créé en 2021, fédère les familles endeuillées, les survivants et les collectifs de soutien. Leur but est de parler d'une même voix pour dénoncer les crimes policiers, les répressions, contrôle abusif et le racisme dans l'institution. Et surtout donner des outils de lutte aux familles concernées. Edgar fait partie du collectif Désarmons-les, qui essaie de mettre en lumière ces comportements, et Fatou se bat depuis bientôt 20 ans pour rendre justice à son frère Lamine, assassiné par la police. Et tous deux nous ont raconté l'importance de faire bloc dans ce réseau face aux violences d'État. Pour nous, c'est tout simplement le plus pire des bilans depuis 67, quand il y avait eu une grosse révolte en Guadeloupe et 70 personnes massacrées, enfin tuées dans le cadre de manifestations. Mais finalement, il y a différents événements politiques et législatifs qui font que les policiers, on leur lâche la bride en fait. On a élargi en 2017 par exemple la possibilité d'utiliser son arme face à une voiture qui s'enfuit ou une personne qui s'enfuit, alors que le délit de fuite n'est pas puni par la peine de mort, par exemple, tu vois. Et donc on essaie d'écrire aussi, on écrit des brochures, sur l'armement, c'est-à-dire qu'est-ce que dans le maintien de l'ordre on a en face de nous, en termes de camions blindés, de canons à eau, de matraques, de grenades, de LBD, etc. C'est un arsenal très lourd, qui est de type militaire, et qui évidemment très souvent testé de manière beaucoup plus lâche dans les territoire colonisé encore de la France, dans les Antilles, en Kanaki évidemment depuis 2024. Donc c'est des violences policières qui sont pour vous systémiques. Le côté systémique il est évident dans le sens où à partir du moment où le policier qui finalement arme son bras, que ce soit avec une matraque, une grenade ou une arme de poing, il se sent protégé, il est protégé. C'est pour ça qu'on parle d'assassinat, qui est un acte prémédité dans le terme pénal, dans le sens où finalement, se sentant complètement impuni, le flic n'hésite pas à tirer. Le côté systémique aussi du racisme, de la société française en général, mais évidemment dans les premiers représentants de l'ordre. Pour essayer de le dire autrement, que c'est très situé. C'est plutôt en manifestation, en quartier populaire. Est-ce que vous identifiez les cibles de ces violences ? Pour les crimes policiers, généralement, c'est pas dans la manifestation. Il y a très peu de morts du fait de maintien de l'ordre, mais c'est tout simplement des opérations de police, qui sont donc des opérations de police judiciaire. Des brigades comme la BAC qui ont l'autorité de faire des patrouilles de la nuit, généralement c'est plutôt la nuit qu'il y a ce genre de drame, et qui vont harceler les jeunes qui habitent là en fait. Tout ça on essaye de le documenter, mais également dans les formations qu'on fait avec le réseau, de retransmettre tout ce qu'on a appris, tout ce que les premiers concernés ont appris, pour leur donner des petites armes. Si un jour ça arrive dans leur quartier, ils pourront donner les premiers éléments, Alors que quand ça arrive, généralement, les personnes sont complètement démobilisées, elles sont dévastées et elles prennent les mauvaises solutions, elles prennent les mauvaises décisions en fait. Le choix de l'avocat, tout ça, savoir comment te reconstruire. Est-ce que tu fais une manifestation? Est-ce que tu appelles au calme? Tu vois, tous ces trucs-là, on sait très bien que ça se reproduit à chaque fois, Ça serait bien que justement Fatou Dieng, qui est une des sœurs de Lamine Dieng, qui est un... Bon, elle va en parler évidemment toute seule, mais c'est un des drames qui a eu lieu à Paris il y a presque 20 ans. La longévité de leur affaire illustre plein d'autres affaires. Et c'est bien que Fatou puisse prendre la parole maintenant. Hein, Fatou ? Donc Fatou Dieng, du comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng, constitué en 2007 suite à son assassinat.
par la police française. Donc il a été tué par clé d'étranglement et plaquage ventral à 500 mètres du domicile familial par plusieurs policiers. Donc après l'assassinat de Lamine, comme toutes les familles endeuillées, c'est qu'on a été un peu... comment est-ce que je pourrais expliquer ça? On a été assommés, oui, par cet assassinat. Et qu'il fallait continuer à survivre, veiller les uns sur les autres. J'ai une fille qui avait 12 ans à l'époque, donc pareil aussi, il fallait que j'assume mon rôle de mère solo. Surtout être en quête de vérité, de rechercher la cause de son assassinat. Et donc par rapport à tout ça, c'était une longue lutte. Donc après les 10 ans d'instruction, donc le seul issue qui s'offrait à nous, c'était la Cour européenne, parce qu'on a usé tous les moyens au niveau national. Donc Cour européenne où la décision a été reçue en 2020, en juin 2020. Donc ce qui veut dire que l'État a été condamné, mais pas les policiers en question. Donc de toute façon, l'État français a été condamné fréquemment par l'ONU ou d'autres instances, mais elle préfère indemniser plutôt que d'arrêter les pratiques, donc à savoir les 3 techniques d'interpellation mortelle, parce qu'on lutte aussi pour l'interdiction de ces techniques, à savoir le plaquage, la clé d'étranglement et le pliage. Suite à cette reconnaissance, donc on continue quand même à lutter, parce que pour nous, la lutte n'est pas finie. À partir du moment où ces crimes, ces violences d'État continuent, donc on est obligé de se mobiliser pour justement pour sortir de l'isolement et de voir justement que c'est plutôt systémique et c'est pas du tout un cas isolé. Quand ça arrive, en fait, on est isolé, on est démunis, oui. Comment aussi. ça s'est passé pour vous? J'imagine que vous n'aviez pas forcément les outils pour gérer on n'avait pas les outils, mais en tant que personne, une famille noire africaine, on savait quand même qu'il y avait le racisme et que la police était souvent violente envers les personnes non blanches. Donc la constitution du collectif Vivolé et après par la suite ça a donné aussi naissance des années plus tard au réseau d'entraide vérité et justice. Donc par des premiers concernés ainsi que leur soutien. Donc il est composé de familles endeuillées, de violences et de crimes d'État, donc à savoir les violences pénitentiaires, violences policières, violences aussi de l'enfermement psychiatrique. Que c'est important ça du coup de faire réseau, d'être ensemble? Au-delà de faire masse pour se mobiliser, j'imagine que psychologiquement aussi c'est important de partager. Oui, parce que c'est important d'être justement en lien avec des personnes qui sont passées par là aussi, soit des personnes survivantes ou soit des familles endeuillées aussi, parce que justement pour pouvoir échanger autour de ce qu'on traverse, nos souffrances, nos maux, et de pouvoir aussi, malgré tout ça, de pouvoir se mobiliser, de pouvoir s'organiser ensemble. C'est surtout ça, le réseau d'entraide. Et on accompagne aussi d'autres victimes survivantes et d'autres familles endeuillées. On peut vous soutenir et se mobiliser avec vous. Oui. Alors, on a une cagnotte en place. Donc, il faut aller sur nos réseaux sociaux, à savoir sur Facebook, donc c'est Réseau d'entraide, vérité et justice, et aussi sur Instagram. Et tout ça, c'est pour justement subvenir à nos frais de justice, aux frais de déplacement aussi quand on fait des événements. Parce qu'il faut savoir que ces violences d'État, donc à partir du moment où on met en place, enfin plutôt on porte plainte, il y a une procédure, c'est très long. Et ce qui veut dire que c'est coûteux aussi et que ce n'est pas non plus tous les avocats qui prennent l'aide juridictionnelle. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment de pouvoir soutenir les familles, les victimes survivantes financièrement surtout. Parce que si on est concerné, on peut aussi vous contacter pour justement exactement, complètement, oui, pour des... avoir des informations, pour un accompagnement aussi, que ce soit sur la région parisienne ou en dehors. On a toujours des connexions avec des personnes au niveau local. Et s'il n'y a personne au niveau local, on peut très bien suivre la personne à distance, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous.